Salut à tous! Bienvenue sur ce petit live du coup pour Dijon-Monaco, live spécial du coup sur les pronos ASM comme c'est le cas depuis plusieurs matchs. Un petit live spécial des illusions, encore une fois ça se trouve. Ça serait bien que donc pour une fois qu'il y ait enfin quelque chose d'autre que des mauvais pronostics sur les résultats, parce que j'ai beau être un peu pessimiste et pas forcément voir mon équipe briller en annonçant que des victoires larges. Et même en voyant des matchs nuls ou des victoires très étriquées, c'est des illusions sur des illusions et on ne s'en sort pas depuis quelques temps. Depuis 3 matchs où je donne pas forcément les bons pronostics et il se passe pas du tout ce que je peux voir, hormis le fait que je vois des matchs très compliqués et c'est le cas, mais c'est encore pire que ce que j'annonce. Et du coup, on va justement y aller, voir ce que j'annonçais sur le match précédent, pour faire un petit point du coup sur ce que j'ai pu dire, et ce qu'il en est, et quels sont les points que j'ai pu marquer du coup sur ce prono ASM. Premièrement, j'avais annoncé un match qui allait pas être facile contre Lens, face à une équipe qui avait fait un très bon début de championnat, mais qui était un peu moins bien en ce moment. À Monaco, qui était obligé d'aller chercher des points, surtout à domicile, après 2 désillusions à l'extérieur contre des grosses équipes. C'était obligatoire d'aller prendre des points et de montrer un tout autre visage. On était sur une très belle série à domicile. Euh, J'avais dit que ça serait compliqué, c'est pour ça que je voyais pas non plus les 3 à 4 buts qu'on pourrait faire à domicile habituellement. J'avais donc dit 2 buts et j'avais mis un seul but d'écart parce que je vois Lens marquer assez souvent et que notre défense me faisait un peu peur depuis le début du championnat, encore plus quand il y a de la rotation. Donc voilà, j'avais dit un 2-1 très compliqué à obtenir et pas du tout. Alors, on en est carrément à faire d'une défaite à 0-3 contre Lens, et torché en à peine 20 minutes dès qu'on a pris le premier but et qu'on a eu un carton rouge, c'était mort. Voilà, donc je récupère même pas un petit point sur ce pronostic avec le score de Monaco ou de Lens, donc du coup à 0 pointé total. Bon, bien sûr, je me rattrape comme d'habitude sur les derniers matchs sur les 11 de départ. Alors par contre, si vous voulez me suivre sur un point, c'est bien là-dessus. Pour l'instant, je fais quasiment à 100 fautes. Ça fait 4 vidéos que je fais. J'ai annoncé du coup 43 joueurs sur les 44 possibles. Je me suis trompé que sur Ben Yedder sur le premier match. Parce il revenait du Covid et du coup il a été mis un peu sur le banc avant d'être titulaire. Donc voilà, pour l'instant je suis à 100 fautes. C'est pas dit que je le continue sur le match qui arrive parce qu'il est un peu plus compliqué et je fais peut-être des choix un peu particuliers, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà, 11 sur 11 qui fait du bien, qui permet de remonter un peu les points. La question sur le match, est-ce que Lens gagnera une mi-temps? J'avais dit que c'était possible quand même, parce que en plus je visais à 2-1, donc gagner 2-0 qui nous rattrape sur la deuxième, ou qu'ils ouvrent le score et qu'on ait du mal. Voilà, mais du coup, j'avais dit, je vise plutôt match nul et une victoire de Monaco sur les demi-temps. Bon, c'est complètement l'inverse, hein. C'est Lens qui a gagné 3-0 tranquille et derrière, Monaco fait que match nul sur la seconde mi-temps, n'arrive même pas en plus à gagner. Donc bon, la question était déjà morte de toute façon, donc c'est 0 point. Pellegrini, Jovetic, est-ce qu'ils seront décisifs sur le match? Je n'étais pas parti sur eux titulaires, donc forcément, ça leur laissait beaucoup moins de chances de pouvoir être décisifs, donc j'avais dit non. C'était du 50-50 sur les votes, et du coup, voilà, j'ai bien fait, parce que ça m'a permis de récupérer un point qui fera du bien au final sur le classement général. Et concernant le monégasque du match, j'avais visé Hollande, qui était du coup le monsieur domicile, avec des super sets à domicile. Bon, au bout de 45 minutes, il n'était plus là. C'était bien compliqué pour qu'il soit du match. Bon, de toute façon, ça a été Matazo. C'était très compliqué à le deviner et à le choisir. Donc, pas de points perdus de ce côté-ci. Voilà, donc du coup, rien qu'avec le 11, ça me fait quand même bien ma journée, parce que du coup, on n'est que 100 sur 300 joueurs à l'avoir le 11 sur 11. Donc, du coup, ça m'a fait 12 points, qui me fait terminer 14e. Du coup, ça me permet de rester toujours à ces très bonnes positions dans le classement, et tant mieux. Voilà, même si je dis un peu des conneries sur les résultats de Monaco, moi je me rattrape sur le reste, et ça permet d'avoir des bons résultats et de ne pas faire des vidéos un peu pour rien où on se foutrait de ma gueule. Voilà. Du coup, on va surtout maintenant parler du match qui intéresse un peu tout le monde, c'est ce fameux match contre Dijon et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va encore avoir une quatrième fois une déculottée, quatrième fois une désillusion, quatrième fois où on va pas chercher des points. Là, ça va commencer à devenir urgent et du coup, on s'y dit, hey, on joue contre le dernier là quand même. On joue contre une équipe qui est en mal et tout, même si c'est chez elle. Elle fait pas forcément non plus des bons résultats à domicile. Là, on se frotte les mains en disant on va peut-être enfin pouvoir se relever et faire un bon résultat, sauf que quand on y regarde de plus près, c'est très loin d'être gagné. Ils sont derniers, certes, mais ils vendent chèrement leur peau, les Dijonais. Si on regarde bien, ils sont sur
Monaco déjà surtout est sur une seule victoire sur 6 déplacements, le reste c'est 5 défaites. Donc ça veut dire que même nous à domicile, si on va jouer contre des équipes plus difficiles, bah, on est loin d'être très très serein, parce que du coup il n'y a que la victoire à Nice sur le derby où on allait chercher des points, sinon Brest, Rennes, Marseille, Lille, Lyon, c'est que des défaites. Donc les déplacements ont l'air d'être très compliqués, en tout cas pour Monaco cette saison. Dijon, certes, est sur 15 matchs, une seule victoire. Mais du coup, ils sont aussi sur 4 matchs où sur 5 matchs, je vais y arriver à le dire hein, quand même. Sur 5 matchs, ils ont encaissé que 4 buts, ce qui prouve que défensivement, ils accrochent quand même beaucoup leur adversaire et les empêchent de marquer beaucoup de buts, sachant que comme je l'ai sorti la stat sur les gardiens cette semaine, on peut voir que leur gardien est assez performant, il est très loin d'être dans les plus mauvais gardiens, hein, c'est les nôtres, les plus mauvais. Hein, désolé de vous la prendre comme ça, si vous n'avez pas vu la stat, mais du coup, Manonnet est le dernier gardien de la Ligue 1, et juste devant lui, c'est le compte, donc c'est Garnier. Donc voilà, et surtout, ils ont une bonne défense, ils sont que 13e défense, ils sont pas derniers, comme on pourrait le croire, avoir une mauvaise défense et encaisser beaucoup de buts, c'est pas du tout le cas. C'est très compliqué d'aller leur marquer des buts. Voilà, ça fait de mémoire qu'ils ont pris 6 buts sur les 7 derniers matchs, en comptant tout, hein, domicile et extérieur, donc une très très bonne défense. Voilà, c'est aussi une seule défaite sur les 4 derniers matchs contre Lille, donc en plus contre une grosse équipe, donc comme je l'ai dit, ils vendent chèrement leur peau. Voilà, après, nous, on a vraiment besoin d'aller chercher des points contre le dernier. Si on va pas chercher des points, ça paraît quand même très compliqué. On peut tout de suite dire adieu à la Coupe d'Europe, parce que là, c'est vraiment 4 mauvaises performances de suite, ça nous ferait un trou qui est beaucoup trop important avec le reste, et il faudrait vraiment revoir les ambitions. J'espère surtout que la défaite contre Lens a vraiment remis du plomb dans la tête des joueurs qui se sont vraiment dit oh là il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Certes, on a perdu des points à l'extérieur contre des grosses équipes, ça peut arriver, le score il est serré, mais là on a un promis qui vient chez nous et il nous met une déculottée en l'espace d'une mi-temps. C'est une des plus mauvaises mi-temps que l'AS Monaco a fait depuis une éternité. À mon avis, il faut qu'ils essaient vraiment de changer des choses. J'espère que le club aussi, par les dirigeants, sont allés les voir, hein, les joueurs, et leur dire oh là, il faut faire autre chose là. Les ambitions du club, c'est pas ça. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il y aura du coup une mobilisation de la part du club et que on va aller s'arracher pour aller essayer de chercher du coup une victoire. Concernant du coup mon pronostic, comme j'ai dit, Dijon, c'est du coup très très peu de matchs où ils mettent des buts à domicile. Ils sont sur 4 matchs où ils n'ont pas mis un seul but. C'est pour ça que moi, pour ma part, du coup, je mets 0 but pour Dijon. Et là où j'ai peur, c'est que je vois aussi probablement le 0-0, voire où on se prend un but parce qu'on est tellement mauvais qu'ils sont capables de nous mettre un but défensivement, sur un ballon qu'on leur a redonné, comme d'habitude. Parce que du coup, on aime bien faire ça. Donc le 0-0 ou le 1-1 est possible. Moi, je vais espérer, je vais être encore pas pessimiste à fond et voir du coup une victoire de mon club. Du coup, vous en doutez, c'est sur la plus petite marque, c'est sur 1-0. Je vois beaucoup dans les pronostics des 3-4-0, 3-4-1. Waouh, peut-être, hein, ça se trouve contre Nîmes aussi, je disais pareil, Nîmes a une très bonne défense à l'extérieur, ils prennent très peu de buts, ça va être un match serré, on va en mettre 2, c'est déjà pas mal, et finalement on en a mis 3 et on a eu des occasions d'en mettre plus, des fois, le match à se libère, même Dijon, ils ont des matchs où ils en ont pris beaucoup plus, hein, euh, un match, ça peut changer suivant la physionomie du match, mais moi, là, je préfère être prudent et viser du coup une victoire très courte qui nous fera déjà du bien, hein. Objectif 3 points, hein, comment on l'obtient, c'est une autre histoire et c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant tout de suite. Voilà, du coup, j'espère en tout cas, pour une fois, je vais pronostiquer un bon résultat, qu'on aura enfin cette victoire, parce que et moi et le club en a grandement besoin. Le 11, là aussi, c'est assez compliqué, parce qu'on sait qu'on joue beaucoup de matchs à la suite, qu'il y a du turnover qui a été annoncé, mais du coup, turnover, qu'on n'a pas des résultats, c'est compliqué, parce qu'on a envie d'aller mettre les meilleurs joueurs disponibles pour enfin avoir des points, mais du coup, il faut aussi les reposer, parce que du coup, on continue à enchaîner avec quasiment les mêmes joueurs depuis très longtemps. Ils sont fatigués, ça se voit. Donc du coup, à mon avis, il y aura quelques petites surprises. Ça va pas forcément les 11 meilleurs qui seront sur le terrain. Et il peut y avoir des choix qui seront faits par Kovac qui seront pas forcément les meilleurs joueurs, mais histoire de faire tourner, parce que c'est mine de rien l'adversaire le plus faible qu'on rencontre sur les prochains matchs. Donc forcément, c'est là où s'il y a des changements à faire, il faudrait les faire. Le gardien, c'est peut-être le plus mauvais de la Ligue 1, certes. Il n'est pas mis en confiance sur le match de Lens, même si j'ai vu les résumés. C'est waouh, sur les buts, j'ai l'impression que sur le premier, il peut sortir pour capter le centre.
Bon, après, ça va vite, peut-être c'est compliqué, l'angle de la caméra peut-être me trompe. Sur le deuxième, il est quand même. Je sais même pas comment le ballon arrive à lui passer juste à côté entre lui et le poteau. Pourquoi il n'est pas sur l'attaquant directement pour bloquer le tir. Le troisième, plus compliqué, se fait fusiller, mais voilà, il n'est pas serein. Je disais que sur les matchs d'avant, il pouvait pas grand-chose. Bon, bah, ça commence à cumuler les matchs où il peut pas grand-chose. Même quand il peut, il fait pas grand-chose. Voilà, c'est compliqué. Donc, c'est sûr, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va revoir le Polonais qui arrive? Pour moi, non. Pour moi, le poste de gardien but, c'est un poste qui joue énormément à la confiance. On ne peut pas s'amuser à changer le joueur comme sur un autre poste comme ça. Surtout que bah, le joueur qu'on mettrait à sa place, du coup, il se dit merde, si moi je fais une boulette, je vais tout de suite repartir sur le banc aussi. Donc ça ne le met pas dans de bonnes dispositions. Ça lui met trop de pression. Donc, certes, Manonnet, il y a des chances que s'il continue comme ça va sauter, on va revoir le Polonais. Mais je pense que on va le laisser encore ce match-ci, voir ce que ça peut donner, parce que c'est pas non plus en face d'une équipe qui aura beaucoup de frappes, beaucoup de tirs. Et voilà. Mon sentiment, c'est que pour l'instant, on devrait rester du coup avec le portier italien plutôt qu'aller changer et avoir le Polonais. Mais je peux comprendre certains qui tentent le Polonais. Mais moi, c'est peut-être un peu trop tôt. On se posera la question si on fait encore un faux pas à Dijon et qu'on prend encore des buts qu'on pourrait éviter. Latéral droit, pour moi, bah, c'est une des postes où il peut y avoir une surprise. Certes, Sidibé, c'est pas forcément le meilleur latéral droit de notre effectif. C'est un très très bon joueur, mais je trouve qu'Aguilar est au-dessus. Mais Aguilar, à un moment donné, il faut qu'il se repose. Il s'est reposé qu'un seul match, c'est le match où il était suspendu de mémoire. Il a enchaîné sinon tous les autres matchs. On le sent fatigué. Je trouve qu'il est beaucoup moins incisif, beaucoup plus de difficultés à faire les reprises défensifs. À un moment donné, s'il y a un match où il va faire la rotation et qu'il faut faire tourner, ou du coup, bah, il y a moins de boulot défensif, ça va être sur celui-ci. Et donc, du coup, bah, à choisir, de toute façon, il n'y a que Sidibé qui peut le remplacer sur ce côté-ci. Il a joué 45 minutes, c'est pas non plus anodin. Je pense que Sidibé soit rentré à la mi-temps plutôt que d'autres joueurs, c'est pour lui donner du temps de jeu, c'est pour faire reposer bah, Aguilar, à mon sens. Et je vais pas non plus effectuer beaucoup de changements sur le 11 de départ. Et pour moi, c'est un des postes où il y aurait le moindre bah, d'écart de niveau entre les deux joueurs. Donc voilà, je parierais plutôt sur Sidibé plutôt que Aguilar sur ce poste-ci. Pour l'autre côté, là, bah, du coup, là aussi, je fais un changement. Mais bon, il est beaucoup plus attendu. Je pense que pas mal vont le mettre aussi. Euh, je vais arriver à l'afficher quand même, ce serait mieux. C'est Enrique pour moi. Parce qu'on a bien vu qu'il va faire une rotation assez régulière avec Ballo-Touré. Enrique n'a pas joué le match d'avant, il n'est même pas rentré en cours de jeu. Donc ça paraît logique, surtout que Ballo-Touré n'a pas été très bon, de retrouver le Brésilien à nouveau titulaire, à nouveau là, et qui va ressortir à la 70e, être remplacé par Ballo-Touré, parce que a priori, ça a l'air d'être le scénario de Kovac. Voilà, ça paraît le plus logique, en tout cas, de revenir. Il a été mis au repos, maintenant il peut revenir, et on a besoin d'un joueur un peu plus offensif, en tout cas. Donc, ça me paraît plus logique, en tout cas, que ce soit le Brésilien qui soit titulaire. La défense centrale, du coup, bah, je vais commencer par le poste qui est le plus sûr. Pour moi, ça va être Maripane. On savait que du coup, il y avait des mises au repos qui avaient été mises sur le match d'avant avec Badiachil au repos, que Maripane devait jouer. On peut s'attendre qu'il joue que un des matchs. Mais voilà, Dissassi prend un rouge, donc forcément, bah, on va le retrouver Maripane sûrement. Il y avait le choix aussi avec Matima. Maripane est en conférence de presse, bon, il sera titulaire, on le sait. C'est plutôt la question, c'est qui est le deuxième des joueurs qui va l'accompagner. Pour moi, c'est quasiment sûr qu'il soit titulaire. C'est rare que quelqu'un qui fasse la conférence soit pas titulaire. Voilà. Le deuxième, donc moi j'ai fait le choix de partir sur Badiachil, que j'essaye de vous afficher. Euh, je pars sur Badiachil parce que Matsima, c'est aussi possible qu'on ait une défense Matsima Maripane. C'est possible que du coup que Kovac souhaite mettre Badiachil vraiment au repos, parce qu'il était censé être mis au repos contre Lens, et du coup, bon, au bout de 28 minutes, il est obligé de rentrer en jeu à cause du carton. Euh, Moi, je pense que ça va être très compliqué de changer complètement la charnière centrale sur le match de Dijon. C'est-à-dire que mettre Maripane, Matsima qui n'ont pas joué ensemble, en tout cas, j'en ai pas souvenir qu'ils aient déjà fait des matchs, même des bouts de match ensemble, d'avoir aucun repère avec le reste de l'équipe. Déjà que je fais aussi changer Sidibé, Enrique, si on commence à tout changer, toute la défense, ça paraît compliqué. Donc, je pense qu'il y a besoin au moins d'un joueur qui est là habituellement, pas qu'il y ait beaucoup de changements. Ça me paraît le plus logique que du coup on retrouve Badiachil qui a été bah, du coup, au repos uniquement une demi-heure sur un match. Je sais pas si ça suffit. Peut-être que bah, du coup, 10 à 6, il a qu'un match de suspension.
reviendra titulaire sur le match contre Saint-Etienne. Du coup, Badiachil sera enfin mis de repos à ce moment-là. Donc voilà, si j'ai le choix à faire, c'est plus sur Badiachil, en m'appuyant aussi sur le fait que Matsima, il n'a pas été dans le groupe sur les 2 derniers matchs. On ne sait pas trop pourquoi, parce que pourtant, moi, je le trouve pas mauvais, même plutôt bon, assez surprenant. Donc je pense que là, on devrait au moins le retrouver, parce que sinon, bah, à moins qu'on nous ressort Pavlovic du chapeau pour avoir le troisième défenseur dans le groupe. Mais voilà, en tout cas, vu qu'il n'a pas été dans le groupe, je vais partir sur Badiachil. Après, je fais cette vidéo avant d'avoir les groupes, donc peut-être que je changerai mes pronos en fonction des annonces qui seront faites. Donc pour l'instant, je parle là-dessus. Concernant les joueurs qui sont au-dessus, je vais repartir sur une tactique du coup en 4-4-2 parce que ça m'étonnerait qu'on change de tactique, surtout parce qu'on n'a pas les joueurs pour faire autre chose. Ça me paraît du coup le plus logique. Je vais commencer par le poste qui me semble déjà un peu plus sûr, c'est Fofana. Pour moi, s'il y a du changement, c'est plus sur le deuxième poste. Fofana, il a eu du repos avec ses suspensions. Il n'y a pas grand monde qui peut vraiment prétendre rentrer dans ce 11 à ces postes-là. Fabregas, Golovin sont absents. Il n'y a pas beaucoup de choix. Florentino, complètement aussi absent des groupes. Donc ça m'étonnerait qu'il bascule de absent à titulaire. Donc pour moi, c'est plus sur l'autre poste qu'il y a des paris ou des choix à faire. En tout cas, pour moi, Fofana devrait être titulaire. Voilà. Le deuxième, c'est là où moi je vais faire un petit pari sur ce match. Je verrai si, du coup, si je le maintiens ou pas. Mais en tout cas, c'est celui que je fais pour l'instant. Je vais partir sur Matazo titulaire. Alors, je m'explique. Je fais ce choix parce que Tchouaméni, il est annoncé comme quoi il va être mis au repos pendant les matchs à venir. Euh, Parce qu'il a tout enchaîné depuis le début de la saison, qui commence à être fatigué. Donc on sait il y a un match qu'il ne fera pas. Donc peut-être sera celui-là, peut-être celui de Saint-Étienne. Ensuite, il a un sursis de 10 matchs. Il a déjà fait 9 matchs sans prendre un carton. Je ne sais même pas comment il a réussi. Parce que monsieur tournait à un carton toutes les 60 minutes d'habitude. Et d'un coup, il n'en fait plus aucun. Très bien. J'ai envie de dire, on va peut-être pas jouer avec le feu et tenter ce 10e match. Ce serait un peu con qu'il se fasse suspendre. S'il y a une mise au repos à faire, à choisir, je préfère qu'elle se fasse là, pour être sûr qu'il ne prenne pas un carton jaune, qu'il le suspende. Comme ça, le match d'après, il revient, il a lavé son sursis et il peut prendre ses 3 cartons jaunes avant d'être suspendu. Ce qui me paraît beaucoup mieux. Après, mon troisième point, c'est que Matazo est rentré lui aussi à la mi-temps, comme Sidibé a joué 45 minutes. Je trouve que c'est pas anodin. Je pense que c'est pour lui donner du temps de jeu en vue d'une titularisation, parce que s'il faut changer de Chouameni, c'est celui qui semble le plus proche, en tout cas, vu que Florentino n'est plus dans le groupe. C'est lui qui sent, à mon avis, qui a le plus de chances de jouer, et en plus, son poste, c'est milieu défensif, donc beaucoup plus bas, comparé à Mio, par exemple, qui est un peu plus offensif. Voilà, je vois qu'on me dit dans le chat, est-ce que Fofana n'est pas suspendu? Non, Fofana, de mémoire, il est suspendu contre Saint-Etienne. Du coup, il y a un décalage du fait que la commission de discipline se réunit les mercredis et que c'est valable que pour le mardi d'après. Donc même si elle s'est réunie ce mercredi, c'est valable qu'à partir de mardi de la semaine prochaine. Donc non, Fofana sera là sur ce match-là. Hormis si j'ai une grosse bêtise, mais il me semble que ça a bien été annoncé que c'était contre Saint-Etienne. Donc voilà, c'est un pari que je fais pour l'instant, c'est Matazo qui, hormis s'il n'est pas dans le groupe parce que Florentino réapparaît dans le groupe, bah, du coup je changerai peut-être plutôt pour Florentino, mais pour l'instant je vais faire ce pari, alors que bon, beaucoup voient encore Chouameni et notre charnière habituel être titulaire. Voilà, concernant les deux postes de d'ailier, milieu excentré, là bah, je vais aller très vite pour les afficher les deux en même temps. Pour moi, zéro changement parce qu'il y a zéro solution. Pas de Golovin, pas de Fabregas non plus pour essayer de faire changer des postes et avoir autre chose. Onyekuru complètement absent. Goebbels joue des bouts de match et les bouts de match qu'il joue sont vraiment pas intéressants. Franchement, je vois pas de solution. Hormis passer sur un Losange, j'ai essayé de tenter un Chouameni qui était sur le côté, après remplacé par Milo en milieu sur le côté et avoir un 10 comme Jovetic. Pourquoi pas? Peut-être qu'on va vouloir être plus offensif et qu'on va se retrouver avec quelque chose comme ça, mais j'aimerais qu'il y ait du changement, pas Diop, parce que Diop, je trouve que c'est un très bon joueur qui apporte beaucoup. Bah, du coup, de toute façon, il s'est un peu reposé sur ce match. Il a été sorti malgré lui pour Badiachil quand il y a eu le carton rouge. Gelson mériterait d'avoir du repos. Euh, Malheureusement, je vois pas qui on peut mettre à sa place. Et c'est con, parce que putain, je trouve qu'on a besoin de voir autre chose. Hein, et ça va être, à mon avis, un point où il va falloir voir sur le recrutement, même si bah, c'est un peu Golovin aussi à ce poste-là. Je vois pas d'autre solution, donc je repars sur ces deux-là, malheureusement. Même si c'est surtout pour Gelson que je dis ça, parce que je trouve que Diop est vraiment très très bon depuis ce début de saison.
Du coup, dans le chat, on dit Diop au repos s'il en aurait besoin. Je rappelle même s'il a commencé le match, il n'a pas joué longtemps. Donc pour moi, il ne s'est pas non plus trop fatigué. Ça devrait être bon quand même sur ce match-là. Euh, Ensuite, concernant les deux postes d'attaquant, dans mon idée, moi j'ai des parties pour qu'il y ait la rotation sur ce match, parce que bah, il fallait faire un peu tourner, il fallait mettre au repos nos attaquants et que je voyais ce match-là plus facile, et surtout face à un bloc défense qui va être très bas et très regroupé, donc on aurait moins besoin de joueurs techniques, plus je voyais bien un Jovetic jouer sur ce match-là, peut-être Pellegrini aussi, pas deux changements, mais au moins un changement. Mais bon, à la mi-temps, Kovac fait le choix de sortir nos deux attaquants. C'est clairement pour les mettre au repos en vue du prochain match. Pour lui, le match était déjà plié. Il cherchait pas à faire quoi que ce soit dans le match contre Lens. Il pensait déjà au prochain match en disant je repose mes deux attaquants pour les remettre titulaires parce que j'ai besoin des meilleurs éléments que j'ai pour le prochain match. Alors, c'est peut-être pas en ce moment leur meilleur état de forme, mais malheureusement, bah, c'est les deux meilleurs joueurs qu'on a. Et pour moi, bah, on va retrouver Voland et Ben Yedder. Mon choix aurait été plutôt d'avoir un Fabregas milieu offensif et retrouver un 4-2-3-1 avec un Ben Yedder en pointe. Bah, Setch est revenu un peu dans l'entraînement collectif, mais Puri ne sera pas à disposition, on ne sera même pas dans le groupe. Donc du coup, ce sera, à mon avis, ça, malheureusement. C'est du no change depuis beaucoup trop de matchs. C'est un peu le problème, à mon avis, avec l'équipe. On a voulu un groupe resserré. Bah, du coup, quand le groupe resserré fait pas beaucoup de résultats, c'est dur de trouver des solutions, surtout quand les solutions elles sont blessées ou hors groupe pour des raisons qu'on ne connaît pas. Voilà, donc en tout cas, c'est le 11 sur lequel je pars pour l'instant. Peut-être qu'il y aura du changement en fonction de l'annonce du groupe, peut-être des précisions de la part des médias, hein, parce que des fois, le matin même, on a des infos qui pourraient me porter à changer. Voilà, en tout cas, je vais faire des petits paris. Je ferai peut-être pas le 11 sur 11 cette fois-ci, mais en tout cas, voilà, c'est sur quoi je pars. Les questions maintenant. La question match. Est-ce que Monaco fera plus que 5 fois, 5 frappes cadrées sur ce match? Donc la question est de savoir s'ils font au moins 6 ou 7, 8, 9 frappes cadrées. Quand je regarde les stats, Monaco en moyenne c'est 4,8, 3,9 de mémoire à l'extérieur de frappes cadrées, je parle bien sûr. Dijon en encaisse pareil, environ 4 au général et un peu moins de 4 à domicile. Voilà, donc en fait toutes les moyennes tournent en dessous de 5. Donc, si la question avait été 5 et plus, je me serais gratté la tête à savoir si oui ou non il fallait vraiment choisir ça. Euh, mais pour moi, là, la réponse, c'est non. Parce qu'en fait, quand on regarde tous les matchs de Monaco, on frappe une, deux fois ou quatre, c'est rare. Alors certes, là, ça va être un match où on va chercher vraiment à frapper tête de loin, c'est-à-dire des frappes qui sont très simples à arrêter pour le gardien, mais ça fera quand même de la stat cadrée. Mais arriver jusqu'à 6 frappes, ça paraît compliqué suivant les précédents matchs. C'est pour ça que moi, je vais aller sur un non, qui n'est pas du tout le cas des joueurs, parce que pour l'instant, on est largement sur le oui. Peut-être, j'ai regardé les stats de Dijon, généralement ils bloquent bien, il n'y a pas beaucoup de frappes, ça tourne à 4 généralement. Sur certains matchs, ça passe sur le 6-7, donc peut-être qu'on sera sur un de ces matchs-là, mais c'est pas en cas sur les derniers matchs, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce que Monaco fait aussi, donc voilà, je vais partir sur le plus logique statistiquement. Peut-être que je me trompais, mais vu que je vais à l'inverse de tout le monde, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un point, en tout cas. Voilà. Bon, la question sur le joueur, on va vite vous mettre la réponse, c'est non, forcément. Est-ce que Golovin aura du temps de jeu? Bon, ça va être la question cadeau pour tout le monde. Je précise que quand j'ai lancé la question, Golovin faisait les entraînements collectifs. Ça avait été annoncé comme quoi il serait de retour dans le monde contre Dijon. Donc, bah, vu que dans la question du sondage, c'était cette question-là qui était arrivée en tête, je l'ai gardé, je l'ai lancé. Du coup, bon, on a appris après, comme quoi, sur la conférence de presse, comme quoi, il serait pas dans le groupe et qu'il jouerait pas avant janvier, de toute façon. Voilà, bon, de toute façon, après la deuxième question qui était dans le sondage, c'était Panzo et Zagré qui avaient été choisis. Ma question aurait été, est-ce qu'ils auraient été décisifs? Tout le monde aurait dit non, parce que du coup, ça paraît logique qu'ils ne le soient pas. Donc, du coup, je pense que tout le monde aurait eu à peu près les mêmes points que sur la question de Golovin au final. Donc, c'est pas bien grave. Maintenant, dernière question, quel sera le monégasque du match? Là, je vois une victoire 1-0, donc pour moi, le buteur, c'est lui qui serait l'homme du match. Je vais choisir du coup Ben Yedder. Ça fait 2 matchs de suite que je ne l'avais pas choisi.
Je me dis qu'à un moment donné, Ben Yedder, il faut vraiment qu'il sorte les doigts du cul s'il veut vraiment aller jouer l'Euro. Parce que c'est bien beau, mais si tu commences à ne pas marquer de but depuis 7-8 matchs en jeu, que les seuls buts que tu marques, c'est des pénaltys, bah, c'est pas ça qui va pousser d'aider à te sélectionner pour l'Euro. Donc à mon avis, il va falloir qu'il se ressaisisse. On joue contre une équipe qui, au bas de tableau, certes, qui défensivement joue bien et laisse peu d'espace et peu de possibilités aux attaquants de marquer. Mais voilà, à mon avis, t'es la star de notre équipe, même si t'as peut-être des envies d'ailleurs, ce sera pas pour tout de suite. Si tu voulais que les autres équipes te veulent, de toute façon, il faudra aussi que tu montres autre chose. Montre-nous que tu es notre star, que tu es le meilleur joueur de cet effectif, que tu sais mettre un but, que même quand il est à 3 mètres des cages, tu ne la mets pas au-dessus, comme contre Marseille. Voilà, donc bah, je crois en lui, parce que de toute façon, c'est un match très compliqué où on va soit gagner à l'arrache sur un but et que du coup, c'est notre buteur qui va avoir la note la mieux, soit c'est un match où on aura une désillusion et que de toute façon, toute la partie défensive aura laissé passer un but, donc ils vont se faire boiter par les notes tuteurs, ça compte quand même pour 40% dans l'élection. Donc voilà, je pense que ça va plus se jouer sous les joueurs offensifs et que ça va être le buteur. Et dans la statistique, Ben Yedder étant celui qui a le plus de chances de marquer. Donc voilà, je vais partir sur lui, même si ces derniers temps, il nous porte la chance. Voilà, en tout cas, ben, c'est mes votes pour ces pronos ASM. Maintenant, si vous avez des questions à poser sur ce match, sur Monaco, les débuts de saison, sur des stats que j'ai pu faire cette semaine, par exemple, en tout cas, c'est le bienvenu. Allez-y dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Volant sur un côté comme au début de saison, le problème c'est que ça marchait pas au début de saison, c'était bien le souci. Alors après, peut-être que dans le but de vouloir faire tourner un peu l'effectif et mettre Gelson au repos, et ben il va redécaler Volant sur un côté, mais du coup on jouait avec un 10 à ce moment-là, et du coup bah, qui va être le 10? Parce que du coup on a ni Golovin ni Fabregas pour faire ce rôle-là. Donc ça voudrait dire mettre Diop, c'est lui l'autre 10 par exemple, mais du coup ça repose la question qui on met de l'autre côté. Ou alors du coup on met Jovetic en 10 aussi, ça peut être une solution. Si on avait fait un match avec Voland, Jovetic et Ben Yedder en une attaque, c'est possible qu'on fasse de la rotation pour mettre Gelson un peu sur le banc et avoir ce système-là. Mais du coup, je mets pas Jovetic parce qu'en fait, il n'a pas du tout joué sur le match précédent. Donc, il n'y a même pas de temps de jeu qui lui a été donné. On a sorti deux attaquants pour faire jouer deux joueurs défensifs. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que non, on va partir avec nos deux attaquants titulaires et Gelson aussi. Oui, bah voilà, Jovetic, c'est bien ce que je dis aussi. Qui c'est que je vois comme recrue? Alors là, j'ai pas regardé. Je sais pas si avec Radio Diagonal, on va faire un Fantasy Mercato spécial hiver. Ça pourrait être marrant et intéressant. Moi, en recrue, je vois surtout au poste de milieu sur les ailes. Si on veut continuer avec ce 4-4-2, il va nous falloir des solutions parce que du coup, on en a que un vrai qui est Diop. Golovin qui reviendra aussi. Gelson, c'est du coup pas vraiment son poste, parce que du coup, son poste c'est ailier, pas milieu comme ça, même s'il dépanne plutôt bien par moment. Pour moi, il faut quelqu'un, il faut vraiment avoir de l'assurance. On va forcément se séparer de Nekuru une vente ou plus vraisemblablement après. Il faudra le remplacer par quelqu'un d'autre numériquement parce que le groupe finalement il est assez faible. Pour moi, Goebbels c'est pas une solution parce que c'est un attaquant centre. C'est déjà difficilement un ailier, je trouve qu'il a pas beaucoup de vitesse et un milieu c'est encore pire. Donc pour moi, voilà, s'il y a un endroit où il faudra recruter, c'est à ce niveau-là. Il y aura la question Florentino, si vraiment il fait pas l'affaire et qu'on peut pas compter du tout sur lui, bah, il va nous falloir un autre milieu, parce que sinon on va se retrouver tout le temps à avoir Fofana et Tchouaméni, et du coup Matazo, Milo derrière, qui sont peut-être encore un peu légers. Je pense que c'est des joueurs à qui il faut donner un peu de temps de jeu, comme c'est fait actuellement, pour qu'ils progressent en vue d'être un peu plus titulaires dans des saisons à venir, mais pas les griller là tout de suite, hein. C'est pas ce qu'il faudrait. Donc, ça peut être aussi un endroit où on peut recruter. Après, en attaque, clairement pas, parce qu'on a quand même de très grands joueurs, donc on peut pas non plus aller chercher, il faut aller chercher un grand joueur encore plus, donc aller remettre du salaire, ça paraît compliqué, recruter à ce poste-là. En défense, je l'avais déjà dit, pour moi, la défense que le club veut mettre en place, c'est Badiachil, Dissassi. Je pense qu'on va leur laisser la saison pour voir jusqu'où ça peut aller et si vraiment les deux ont du potentiel et peuvent atteindre ce potentiel ou si on va droit dans le mur et qu'il faut tout changer. Mais je pense pas que ce soit en courte saison qui change tout. Et après, il reste du coup quoi, les latéraux. Bah, de toute façon, on a Aguilar qui est performant. L'autre côté, il faut qu'on laisse du temps à Enrique, voir si du coup il peut être assez performant.
Donc je vois pas de changement. Les gardiens, bah du coup on a que des nouveaux gardiens quasiment quoi. Le compte il est pas si vieux que ça. Et je pense pas qu'on va attendre que le compte revienne. Moi ça me fait peur parce que du coup déjà avant c'était pas non plus l'assurance tout risque. Maintenant il revient avec une blessure à la main. Comment il va revenir? Quelles sensations il aura et tout. Ça va être compliqué, mais je pense que là aussi, on va pas changer de gardien, parce que c'est très dur le mercato des gardiens, encore plus sur une intersaison. Voilà, donc nous, au niveau recrutement, je pense que c'est plutôt les milieux excentrés qui vont être ciblés. Voilà, et où après, du changement poste pour poste sur des joueurs qu'on va séparer. Bon, voilà, bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là sur cette petite vidéo en espérant du coup revenir pour le match de Saint-Étienne avec le niveau du changement de tactique. Est-ce qu'il y aurait des changements tactiques à prévoir? Je pense que pour l'instant, pas forcément sur ce match, parce que il n'y a pas énormément de solutions de toute façon. Mais s'il y a encore un faux pas, ne serait-ce qu'un match nul contre Dijon, ou même peut-être une victoire très très compliquée, où vraiment on gagne pas au mérite. Je parle pas d'une victoire où du coup on a la possession, on a des occasions et que finalement on arrive à gagner 1-0 parce que du coup il y a une très grosse défense. Je pense plutôt du match où on arrive à se faire dominer par Dijon et qu'ils ont marqué un but un peu sur une contre-attaque où c'est pas forcément trop mérité. Voilà, vraiment le match où on se fait peur quoi. Si on continue à faire les mêmes prestations que sur les matchs d'avant, pour moi, ouais, c'est là où on va devoir commencer à penser à autre chose. Kovac nous a fait voir que c'est quand il commence à être vraiment dans le dur qu'il fait autre chose. Mais alors quoi? On a déjà essayé le 4-3-3, revenir sur un 4-2-3, mais il faudrait déjà un 10. Et ça paraît compliqué. Après, revenir sur l'éternelle défense à 5 ou à 3, c'est un peu faire ce que tous les coachs ont fait à Monaco dès que ça allait pas. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc je sais pas. J'ai envie de dire qu'avec l'effectif qu'on a actuellement, c'est un peu ce qu'on peut faire de mieux et c'est ce qui a marché. Donc c'est un peu bête que ça ne marche plus à l'heure actuelle. Je pense surtout que c'est que le fait qu'on fasse toujours jouer les mêmes joueurs dans le même schéma tactique avec les mêmes envies, les mêmes intentions, on est beaucoup trop prévisible et que tous les entraîneurs adverses et les joueurs adverses voient comment on évolue, voient comment les joueurs du coup à chaque poste sont parce que c'est toujours les mêmes et donc du coup on est trop prévisible et on se fait tactiquement bloquer. Donc on pourrait rester dans le même schéma mais avoir des autres intentions, avoir des autres schémas de jeu, des autres un peu de tactique mise en place en cours de match, pas forcément de la position sur le terrain pour pouvoir un peu plus surprendre l'adversaire que d'être trop prévisible qu'on est à l'heure actuelle. Le groupe vient de tomber, bah cool, comme ça je vais pouvoir faire mon petit fichier pour annoncer le groupe et voir à peu près s'il y a des choses qui me surprennent. Golovin n'est pas dans le groupe, bah oui, oui, de toute façon ça on s'y attendait, son Kovac nous l'avait dit pas avant janvier, donc c'était la question cadeau, tout le monde aura un point, même si je suis sûr qu'on fera que du 97% sur cette question-là. Voilà, d'ailleurs, si vous voulez voir à peu près où on en était pour l'instant, il y a 40 personnes qui ont voté. Il y a encore une bonne dizaine de pourcents de personnes qui pensent que Golovin sera présent dans le groupe et encore plus, un peu moins, pardon, qui le voit titulaire. Voilà, comme en tout cas, vous pouvez le voir, aucun joueur n'est à 100% et un peu du turnover sur un peu tous les postes. Tout le monde voit des changements dans tous les postes. Ben Yedder a priori le joueur en tout cas qui semble avoir le plus d'hommes du match. Ça paraît être le choix le plus simple. Par contre, si on regarde les scores, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est de voir des 3-4 buts assez annoncés fortement, même si pour l'instant, il n'y a que 40 joueurs qui ont voté sur habituellement 300. Euh, voilà, on verra bien en tout cas où on en sera. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi sur ce petit live. Merci de jouer à mon jeu. Ça fait super plaisir de voir 300 joueurs mine de rien qui jouent tous les week-ends. C'est très cool et très gentil à vous. En tout cas, voilà. Et ben allez, bonne soirée en tout cas à tous et à bientôt.